Bonjour à tous, bonjour à toutes, assalamu alaikum. Bienvenue dans Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Base. Aujourd'hui, on va continuer de parler de la crise régionale que connaît le Moyen-Orient, du coup de la guerre entre l'Iran d'un côté face aux États-Unis, à Israël, et on va dire en gros la coalition de tous les pays, enfin d'une grande majorité des pays du Golfe aux alentours. Parce qu'en fait, c'est grâce à eux que cela est possible aujourd'hui. C'est grâce à eux que ces deux pays peuvent attaquer l'Iran. C'est grâce à eux. Et on ne va pas parler d'une simple crise régionale. Non. On va parler d'un basculement en cours. D'un basculement en cours. Et on se trouve actuellement au premier mois. Au premier mois seulement. Seulement un mois. Et déjà, ce qui devait être pour certains une démonstration de force ressemble de plus en plus à une débâcle programmée. Alors oui, comme la dernière fois, j'ai bien dit débâcle programmée. Parce qu'au bout de ce premier mois, qu'est-ce qu'on voit? On voit une puissance qui certes continue de frapper, mais qui s'épuise militairement, qui se vide industriellement et qui se blesse économiquement. Et aussi qui découvre que le monde ne se plie plus automatiquement à sa volonté. Et ça, c'est ce que l'Iran a réussi à démontrer. Et en face, aussi, qu'est-ce qu'on voit en face? On voit un pays qui ne s'est pas effondré, contrairement à ce que les gens pensaient lorsqu'ils ont fait leur fameuse frappe de décapitation où ils ont tué le guide Khamenei. On voit un pays qui endure et qui encaisse. Et un pays qui ne fait pas que endurer, mais qui répond aussi aux attaques. Et un pays qui transforme la guerre en guerre d'usure méthodique. Et comme on dit chez nous, quand le filet du pêcheur se déchire au milieu du fleuve, c'est pas les poissons qui paniquent. C'est lui qui voit qu'il est dans de beaux draps. Et aujourd'hui, on va découper ça en à peu près 3 blocs, normalement assez simples et propres pour la compréhension de chacun. Dans un premier temps, on va voir dans ce premier mois le bilan militaire de ce premier mois et ce que j'ai appelé la fin du mythe de l'invincibilité. Ensuite, on va voir la guerre énergétique en cours, notamment sur le détroit d'Ormuz, le pétrodollar qui commence à recevoir les premiers coups. Et ensuite, on verra en troisième partie la crise de leadership, l'axe de la résistance et le monde d'après qui se dessine. Et à la fin, comme d'hab, on essaiera de ressortir 3 leçons, 3 conclusions, 3 vérités à garder de toute cette analyse. Donc, on démarre. Ce qu'il voulait montrer, c'est qu'il voulait montrer la force. Un mois plus tard, il montre surtout qu'il peut frapper, mais qu'il ne contrôle plus vraiment le tempo. Et c'est ça que l'Iran a réussi à imposer. Les amis, la première chose, c'est que le premier mois de ce conflit a détruit un mythe. Le mythe selon lequel la domination technologique occidentale suffirait à régler rapidement n'importe quel théâtre d'opération. Or, ce qu'on observe ici, c'est totalement l'inverse. Plus la guerre dure, plus les failles de l'Empire apparaissent. Et dans ce premier mois, on a des signaux très lourds. D'abord, on a eu des F-18, déjà un F-18 qui a été abattu au-dessus de la ville côtière de Chabahar. Et je ne parle pas du F-18 qui a évité de justesse un missile, non, je ne parle pas de ça, mais il y a d'autres F-18 qui ont été abattus. Et on a un F-35 qui a été contraint à un atterrissage d'urgence après avoir été touché par un missile de défense antiaérienne iranienne. C'est pas juste une anecdote technique. Ce qui vient de se passer, c'est symbolique. Et c'est stratégique. Alors pourquoi? Parce que pendant des années, on nous a vendu ces appareils comme des instruments presque intouchables, presque mythologiques, presque surnaturels. Vous avez tous entendu parler du F-35 furtif, totalement furtif, invisible dans le ciel, qui dominerait le ciel du monde entier. Mais le truc, c'est que la guerre, elle a cette qualité magnifique, c'est qu'elle déteste la propagande. Elle finit toujours par demander des comptes. Et les premiers comptes qu'elle a demandé et qu'elle a démontré de façon implacable, c'est qu'un avion peut être furtif sur les brochures, mais quand il brûle dans le ciel, il brûle comme les autres. Quand il brûle dans le ciel, il brûle comme les autres. Et c'est ce qu'on a vu avec ces différents avions. On a vu des F-16 qui ont été touchés, abattus. Des F-15 aussi ont été abattus, même si on nous a dit que c'était des tiramis. Bref, ils ont été abattus. On a des F-18 aussi qui ont été abattus. On a maintenant un F-35 qui a été abattu. On a aussi des avions de ravitaillement, des ravitailleurs en vol, qui ont été abattus, notamment les KC-135. Une petite dizaine qui ont été abattus. Enfin, qui ont été détruits. C'est le mot, c'est le mot. On a aussi, récemment, là c'était hier je crois, des AWACS aussi qui ont été détruits au sol. Notamment dans la base Prince Sultan en Arabie Saoudite. Donc le premier message déjà, c'est que les défenses adverses ne sont pas mortes. Elles sont là. Elles frappent et elles obligent encore à payer un prix. Contrairement à ce que Donald Trump nous avait dit, les défenses de l'Iran
n'ont pas été détruits, mais genre pas du tout. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Iran ne s'est pas contenté de viser les pointes visibles de son adversaire. Il a visé ce qui fait respirer l'ensemble. Comme on le dit, en fait, ils ont frappé les yeux et les poumons de l'appareil militaire américain dans la région. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, ils ont détruit des avions de ravitaillement en vol. D'accord? Des avions ravitailleurs. On sait qu'il y a au moins 8 à une bonne 10 à douzaine de KC-135 qui ont été détruits. Détruits ou endommagés. En tout cas, on a une bonne dizaine de détruits, et ceux qui ont été endommagés, on n'a pas le chiffre exact. On a aussi les AWACS, les avions AWACS radar dont je vous parlais, dont on sait que 3 auraient été détruits hier, ou ce matin je crois, sur la base Prince Sultan en Arabie Saoudite. Et ça, les amis, c'est capital. Parce qu'un ravitailleur, c'est pas du glamour militaire, c'est pas quelque chose qui va faire du bruit dans les médias. Ils vont pas dire oui, l'Iran a fait un gros coup à taper des ravitailleurs, non. Parce que c'est pas des chasseurs, c'est pas des bombardiers, c'est des ravitailleurs. Mais sans lui, en fait, ton avion, il perd de son allonge. Il ne peut pas aller aussi loin qu'il le pourrait. Des avions de chasse. Parce que les avions de chasse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils certes, ils vont vite, mais pour aller vite, ils consomment énormément de carburant. Et qu'un avion de chasse, il a un poids qu'il peut emporter avec lui. Plus tu prends de la charge militaire, moins tu pourras prendre de carburant. Et plus tu prends de carburant, moins tu pourras prendre de charge militaire. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les ravitailleurs. Un AWACS, c'est pas juste un radar volant. C'est le cerveau aérien du dispositif américain dans la zone. Pour faire la bonne rotation entre les ravitailleurs, les avions de chasse et assurer les couloirs qu'il faut dans le ciel, ce sont ces AWACS qui le permettent, ces avions AWACS qui le permettent. Donc, quelque part, c'est le cerveau aérien du dispositif américain qui est touché quand on touche un de ces avions. Et quand tu touches ces appareils-là, tu ne fais pas juste tomber du métal. Tu ne détruis pas que du métal. En fait, tu détruis et tu fais tomber la coordination concernant la durée de vol et la portée d'attaque des avions de chasse et leur souplesse dans le ciel. Et ce qu'il faut savoir, pour abattre un éléphant, certains vont viser la tête. Mais les vrais chasseurs visent les genoux. Je pose ça là comme ça. Et ici, l'Iran a visé les genoux des Américains. Par exemple, on a un autre élément aussi qui est assez lourd de conséquences, c'est les systèmes THAAD et les systèmes patriotes. Ces systèmes THAAD et ces systèmes patriotes, on a tous remarqué qu'ils ont été saturés et détruits au point que les États-Unis ont dû aller puiser dans les stocks actifs de Corée du Sud et d'Okinawa. Sauf que le problème, c'est que là, on touche à quelque chose de grave. Donnez-moi une seconde. Alors ouais, je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'il est en train de boire ici? Bon, ça m'appartient. Vous vous occupez pas de ça. Comme on dit chez nous, laissons les fétiches dans les sacs pour leur faire des offrandes. Alors, à ce moment-là, il y a deux catégories de personnes qui vont ressortir. Il y a ceux qui vont dire, ils parlent de fétiche, c'est un couffard, c'est un mécréant. Et il y a ceux qui vont essayer de comprendre ce que je dis. Mais je vous laisse me dire dans les commentaires dans quelle catégorie de personnes vous vous sentez. Bref, trêve de mondanité. Donc là, on touche à un élément assez grave. Quand une superpuissance doit aller grignoter ses propres stocks de défense régionaux pour tenir un seul front, ça veut dire une chose importante. Que la guerre locale commence à déstabiliser l'architecture globale de cette puissance. Et c'est pas seulement le Moyen-Orient ici qui rentre en tension. C'est aussi la posture américaine en Asie, la crédibilité de ses boucliers antiaériens, et même indirectement la sécurité de l'Europe, parce que c'est exactement la même chose. On a vu Donald Trump venir nous dire, les Américains venir nous dire qu'ils allaient dérouter ou réorienter du matériel qui était destiné à l'Ukraine vers le Moyen-Orient. Quand tu dois déshabiller une frontière pour couvrir une autre, c'est plus de la maîtrise, c'est du bricolage impérial. Et c'est ça qui est en train d'arriver aux États-Unis. En plus de ça, concernant le système THAAD qui a été démantelé en Corée du Sud, il faut savoir que la Corée du Sud a accepté que l'installation de ce système THAAD des États-Unis en se mettant en conflit avec la Chine par rapport à ça. Parce que la Chine était pas mal énervée, et du coup, ça a mis les deux pays en conflit en porte-à-faux, car la Corée du Sud avait accepté d'installer ce système THAAD, ce que la Chine considérait comme, on va dire, contraint, et un affaiblissement de sa défense. Alors les États-Unis expliquaient que c'était contre les missiles nord-coréens, même si on n'a jamais vu de Nord-Coréens envoyer des missiles en Corée du Sud, mais bon, c'est pas grave. C'est leur vision de la chose. Maintenant, on va passer à un autre point militaire important. Et c'est le USS Gerald Ford, le colosse qui recule. Le plus grand porte-avions du monde, le symbole américain, le totem, le monstre de plus de 100 000 tonnes, censé incarner la puissance totale de l'Empire américain. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui?
comme le dit Donald Trump, il a été attaqué depuis 17 angles différents. De ce que j'ai compris, en simultané. Et de la bouche de Donald Trump, ils ont dû fuir. Ils ont dû mettre la poudre d'escampette. Ils ont dû partir, je cite, pour sauver leur peau. Donc, ils ont dû s'enfuir pour sauver leur peau, selon Donald Trump, président des États-Unis. Il a subi aussi un incendie majeur de plus de 30 heures, qui a duré plus de 30 heures, même si on sait maintenant que l'incendie n'a pas vraiment duré 30 heures, mais qu'il a duré un certain nombre d'heures, et que les 30 heures ont surtout été là pour faire du damage control et vérifier que tout va bien, et aussi voir comment on va annoncer tout ça publiquement. Le Gérard Ford, du coup, s'est replié vers la crête, et il laisse derrière lui une vide capacitaire. On est d'accord avec ça. Et d'ailleurs, si on prend la déclaration de Donald Trump disant qu'ils ont dû fuir pour sauver leur peau suite à l'attaque de missiles iraniens, ce que les Iraniens avaient indiqué auparavant, et que les Américains avaient nié. Et aujourd'hui, qu'ils acceptent, ou plutôt qu'ils avouent. On peut aussi se dire que ce fameux incendie ne venait pas de la buanderie. Peut-être qu'il est lié à ces différentes attaques. Pour l'instant, on ne sait pas, même si j'ai ma petite idée là-dessus. Enfin, j'ai pas ma petite idée, mais j'ai mon hypothèse là-dessus. Mon opinion, et ça reste la mienne. Je ne vais pas non plus donner ici. Et aujourd'hui, en fait, suite à tout ça, l'US Navy est obligé de réajuster un peu le tir à l'arrache. Par exemple, ils ont été obligés d'annuler le démantèlement de l'USS Nimitz, qui est un autre porte-avions qui aurait dû être démantelé parce qu'il arrive à expiration. Et le problème, c'est qu'en fait, ils essayent, en faisant ça, de compenser un trou que le système ne peut pas combler aussi facilement. Et maintenant, retenez bien ça. Le porte-avions qui devait incarner la domination devient un problème de gestion de crise pour l'Empire. Et là, on n'est plus dans le symbole glorieux. On est dans la fatigue stratégique. Donc, premier élément, ou première leçon intermédiaire qu'on peut retenir de tout ça, c'est que militairement, ce premier mois n'a pas produit l'effondrement attendu par les Américains. Il a produit l'usure du dispositif qui attaquait. Donc l'usure du dispositif américain et l'usure du dispositif israélien. Mais le deuxième choc, il est encore plus violent. Parce que là, on ne parle plus seulement de missiles et de ravitailleurs et d'avions de chasse, on parle du carburant du monde. Littéralement, du carburant dans le monde. Vous avez tous dû voir et tous dû remarquer que les prix du carburant ont augmenté partout sur la planète. À part quelques endroits, mais partout. Et ces quelques endroits, c'est pas beaucoup. Il y a la Russie, il y a l'Inde, il y a la Russie, il y a l'Inde, et il y a un autre pays, je crois aussi, qui n'a pas augmenté les prix du carburant. Mais pour tout le reste, les prix ont augmenté. Alors, le vrai champ de bataille, c'est pas seulement dans le ciel. Il se trouve aussi dans les détroits. Le détroit d'Ormuz. Et on sait que les Houthis sont en attente et ont déclaré entrer pleinement dans la guerre aujourd'hui, hier, et ils ont déjà lancé 2 salves de missiles. Première salve avec 1 missile vers Israël, deuxième salve avec 11 missiles. Et qu'ils ont indiqué que si les États-Unis prévoyaient une invasion terrestre de l'Iran, qu'ils fermeraient automatiquement le détroit de Bab el-Mandeb. Et ça, c'est très grave. Parce qu'il va falloir contourner toute l'Afrique pour aller ravitailler, on va dire, l'Europe et le reste du monde en pétrole. Donc le vrai champ de bataille, c'est pas seulement dans le ciel, comme je vous disais. Ça se trouve aussi dans les détroits, dans le baril de pétrole et son prix, dans la monnaie et dans la gorge énergétique du monde, qui est le détroit d'Ormuz. Donc, les amis, s'il y a un point sur lequel beaucoup se trompent, c'est celui-ci. Les gens pensent encore qu'on est dans une guerre classique. Mais on est tout sauf dans une guerre classique. Ce conflit, l'Iran a réussi à amener ce conflit qui devait être, pour les Américains, on va dire, régional, voire local, entre US, Israël et États-Unis. L'Iran a réussi à déporter ce conflit au niveau régional, et maintenant au niveau international, avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Donc, ce conflit, c'est aussi une guerre énergétique. Et même plus profondément, c'est une guerre contre l'architecture financière du monde occidental. Et vous allez voir pourquoi je dis ça. L'un des gestes les plus puissants que les Iraniens ont réalisé, c'est la transformation du détroit d'Ormuz. Et d'après les analyses et, on va dire, les sources qu'on a pu recevoir venant, on va dire, de ce qu'on appelle l'OSINT et d'autres, l'Iran a instauré un nouveau régime dans le détroit d'Ormuz. Déjà, ils ont mis en place un péage. Ce péage, c'est 2 millions de dollars par pétrolier. Ces pétroliers doivent être soumis à une autorisation. Après validation par un intermédiaire qui est lié au gardien de la Révolution, il doit payer cette taxe de 2 millions de dollars, soit en yuan chinois, s'il a de l'espèce sur lui, soit sur un portefeuille crypto. Le Tron, je crois. TRON, en utilisant la cryptotron. Maintenant, il n'y a pas de dollars dans cette affaire.
Aussi, ils ont demandé, enfin ils ont imposé, pour pouvoir passer, il faut que le pétrole ait été acheté et vendu en yuan chinois. Et ils ont exclu d'office tous les navires liés aux États-Unis, à Israël et au Royaume-Uni. Et le plus fort dans tout ça, comme je vous ai dit, c'est les modalités de paiement et les modalités d'accès au pétrole. Le paiement, il doit être fait en yuan chinois. Et la ou via crypto-monnaie sur la blockchain Tron. Et en fait, ce qui se passe, c'est que même après la guerre, je pense, que ces conditions vont rester dans le détroit d'Ormuz. Ces conditions vont rester. Et aussi, il y a un corridor spécial par lequel les bateaux doivent passer. Et uniquement ce corridor. Je crois qu'il fait une largeur de 3 à 5 km, je pense, ou 2 km, je ne sais plus. Et là, il faut bien comprendre ce qui se joue. C'est pas juste un contrôle maritime classique. C'est un coup de hache contre le pétrodollar. On est en train de dire au monde, si tu veux passer par l'un des goulots d'étranglement les plus stratégiques de la planète, tu peux le faire. Mais pas forcément... En fait, il va falloir que tu respectes les nouvelles conditions. Il va falloir que tu payes, non pas dans la monnaie de l'Empire, mais dans la monnaie qu'on a choisie pour toi. Il va falloir que tu payes une taxe. Il faut savoir que le détroit d'Ormuz, contrairement à beaucoup d'autres détroits, par exemple le canal de Suez, le passage dans le canal de Suez, c'est payant. Il y a un péage, tu dois payer à l'Égypte un droit de passage. On va dire pour des raisons religieuses, l'Iran n'a jamais fait payer qui que ce soit pour le passage du détroit d'Ormuz. Et là, il vient de mettre un terme à ça. Donc, ensuite, je vais vous parler de quelque chose dont je vous ai parlé la dernière fois, c'est la stratégie iranienne que, on va dire, j'ai qualifiée de tapis iranien. Parce que, en fait, ou plutôt que j'ai qualifié comme étant tissé comme un tapis iranien. Parce que, en fait, elle dévoile toute la méthode iranienne. C'est une méthode qui lie patience, précision, d'où le terme de tissage de tapis iranien qui serait tissé fil par fil. Et à la fin, c'est à la fin de ce tissage que se dévoile en fait l'image sur le tapis. Parce que l'Iran aujourd'hui tape point sensible par point sensible. Par exemple, en réponse aux frappes sur South Pars, leur centrale gazière, l'Iran n'a pas répondu n'importe comment. Elle a frappé Ras Laffan au Qatar. Et avec ça, elle a anéanti près de 20% de la capacité mondiale du GNL. Au revoir. L'Iran a aussi frappé des infrastructures majeures en Arabie Saoudite, comme l'infrastructure Yanbu. Et aux Émirats, ils ont neutralisé notamment Emirat Global Aluminium en réponse à l'attaque sur l'usine d'aluminium iranienne. Donc l'Iran répond coup pour coup aux attaques, on va dire, israélo-américaines. Autrement dit, tu frappes mon énergie, je frappe la tienne. Tu touches mon souffle, je fais suffoquer ton modèle. Tu touches à mon économie, à mon industrie, je frappe ton économie et ton industrie. Et hier, les États-Unis et Israël ont visé 2 universités, une à Téhéran et une dans une autre ville, je ne sais plus quoi, dont l'Université des sciences, et les gardiens de la Révolution ont prévenu tous les pays de la région, ainsi que d'Israël, d'évacuer toutes les universités, car ils allaient en frapper 2. Et d'évacuer toutes les universités, et ont prévenu à tous ceux qui habitaient à côté d'une université de se mettre à plus de 1 km de celle-ci. Et ils ont donné 48 heures. Et ils ont prévenu les Américains en leur disant que s'ils souhaitaient pas que leurs universités dans la région soient tapées, de se désolidariser de ça, et d'indiquer qu'ils n'étaient pas au courant, et de présenter des excuses, je crois. Donc, l'Empire pensait mener une guerre de pression. Il découvre qu'il a ouvert une guerre du robinet, et que ce robinet, on le lui a fermé. Ensuite, on a les Émirats Arabes Unis, qui sont devenus une cible économique totale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, la menace iranienne, elle n'est pas seulement militaire, elle est systémique. À chaque fois, ce que fait Téhéran, c'est qu'elle identifie comme cible potentielle. En fait, ce que l'Iran a fait, c'est qu'elle a identifié comme cible potentielle déjà les centrales électriques, les usines de dessalement. Donc, je vais y revenir. Les raffineries, les centres de données. On a vu un emplacement ou un bâtiment de AWS être tapé. Donc les centres de données, ce qui veut dire les data centers, les centres de recherche en intelligence artificielle, le port du Jebel Ali, les aéroports, l'aéroport Ben Gurion, l'aéroport de Dubaï, bref, tout ça, et les hôtels où séjournent des officiers américains ou des intérêts israéliens. Et même certaines universités liées aux États-Unis ou à Israël. Comme je vous ai dit, ils ont prévenu qu'ils allaient taper dedans.
en réponse à l'attaque sur leur université. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les usines de dessalement. Ces usines de dessalement, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que si l'Iran décidait de taper les usines de dessalement dans la région, il faut savoir que le Qatar et les Émirats Arabes Unis dépendent, leur eau potable dépend à 90% des usines de dessalement. Je crois que c'est 70% pour l'Arabie Saoudite et à peu près 60% pour Israël, je crois. Alors qu'elle dépend, je crois, à 10%. L'Iran dépend à 10% de cela. Donc si la guerre se déporte sur ce terrain-là, les seuls perdants seront les pays du Golfe de la région, et Israël un petit peu. C'est pas une menace ordinaire, hein. C'est une doctrine de mise en insécurité totale du modèle émirati. L'attaque, une potentielle attaque sur des usines de dessalement pourrait causer un désastre, une famine dans la région, enfin, pas une famine, c'est plutôt un problème d'eau, du coup, et faire des centaines de milliers de morts. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec ces histoires. C'est très très grave ce qui se passe. Et qu'est-ce que l'Iran envoie comme message? C'est très simple. Si vous devenez base arrière pour mon ennemi, vous cessez d'être une vitrine ou vous cessez d'être neutre. Vous devenez un champ de bataille avec lui. Et ça, c'est très violent à entendre pour des États dont la force reposait précisément sur l'image de stabilité, la connectivité, la finance, le luxe et la sécurité importée. Et l'Iran a mis un terme à ça en moins d'un mois. Et ce qu'on remarque là-dedans, par rapport aux Émirats Arabes Unis, c'est que la maison, même peinte en or, brûle comme les autres quand le feu la prend. Ensuite, on va venir sur le vrai séisme, qui est maintenant le passage qui semble se profiler du pétrodollar vers le pétro-yuan. Et pendant ce temps-là, du coup, c'est qui gagne sans trop faire de bruit? Déjà, on a la Chine, parce qu'elle voit sa monnaie, le yuan, pénétrer un point d'étranglement majeur du commerce énergétique. Première chose. Ensuite, on a la Russie. Parce que chaque seconde de tension sur le détroit d'Ormuz fait monter ses marges et sa capacité de financer ses propres priorités, dans lesquelles fait partie la guerre en Ukraine. Donc, pendant que certains bombardaient pour rétablir l'ordre, ils ont peut-être et surtout accéléré la dédollarisation du monde, la recomposition énergétique dans le monde et la perte de centralité de l'ancien système. Donc, deuxième leçon qu'on peut retenir. Ce premier mois n'a pas seulement coûté des missiles, il a touché le moteur économique du système occidental. Et là, on va passer à la prochaine dimension, la dernière. Celle qui décide souvent de tout dans les guerres longues. Et ça, c'est encore autre chose. Qui tient politiquement, qui craque et qui sort grandi moralement de cette histoire. On va voir ça, maintenant. Quand la guerre dure, les missiles comptent, c'est vrai. Mais ce sont les nerfs des dirigeants, la solidité des peuples et la clarté du cap qui décident de la suite. Et là, les amis, on va rentrer dans ce qui semble devenir une crise politique. Parce qu'un mois de conflit, c'est pas seulement un échange de frappes. C'est déjà assez long pour commencer à révéler certaines choses, notamment les nerfs, les peurs, les fractures et la vérité des dirigeants. Aujourd'hui, on voit que Donald Trump semble être pris dans un piège qu'il a lui-même mis en place. Déjà, on a les différentes pressions des scandales liés à l'affaire Epstein, on a la pression du lobby sioniste et de l'AIPAC, on a des menaces de bombardement massif de sa part quasiment tous les jours, puis on a cette proposition de négociation qu'il aurait fait entre lui et lui en 15 points, qui ressemble en réalité à une sorte d'exigence de capitulation totale de l'Iran. Et ce qu'il n'a pas compris, c'est que sur le terrain, il ne gagne pas. Pour imposer une capitulation à ton ennemi, il faut le soumettre. Et ce n'est pas le cas. Du coup, Téhéran a rejeté cette affaire. Pourquoi? Parce qu'une négociation qui commence par tu acceptes de te rendre et ensuite on discute, c'est pas une négociation, c'est une mise en scène. Et ils le savent. Et les Iraniens le savent. Et côté Netanyahou, c'est la même chose. C'est pas plus brillant en fait. Lui, il est en quête de survie politique parce qu'il a des casseroles aux fesses et ça va mal se finir pour lui, c'est probable. Il fait face à des critiques internes de plus en plus vigoureuses. Et il est accusé aussi d'avoir entraîné son pays dans une guerre impossible pour couvrir ses méfaits et rester dans le jeu politique, sachant qu'il y a plusieurs actions contre lui. Et tout ça pendant que la pression du Hezbollah continue de poser. Parce que le Hezbollah est en train de mettre une pression énorme, on va dire, sur le flanc nord, ou au sud du Liban, mais sur le flanc nord d'Israël. Et on peut voir que déjà, après après 3 semaines de combat, ils ont déjà fait perdre plus de 100 chars Merkava, ou je ne sais plus comment ils appellent ces bêtises. Donc, quand les chefs entrent en guerre pour survivre politiquement, ce sont souvent les peuples en fait qui vont payer la facture stratégique de cette histoire. Mais malheureusement, c'est comme ça.
Et en face de ça, on a l'Iran, qui présente, elle, un tableau totalement inversé de cette histoire. On sait que plus de 80 000 structures civiles ont été détruites en Iran. On se rappelle tous du massacre des 175 écolières à Minab, l'école de jeunes filles allant de 7 à 12 ans, qui a été frappée par une double frappe américaine, israélo-américaine. Il est très très compliqué de dire que c'était une erreur. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de l'une des premières frappes. Donc ça veut dire que ces cibles-là ont été analysées et qu'ils ont eu des jours, voire des semaines pour analyser ces cibles. Donc, dans leur mécanisme de décision, de choix des cibles, il y a quelqu'un ou quelque chose, parce qu'on sait qu'ils travaillent beaucoup avec l'IA actuellement, qui a désigné cela comme cible potentielle et cible viable pour une frappe israélo-américaine. C'est très grave. On peut discuter ici de beaucoup de choses, mais on a quelque chose quand même qui ressort de tout ce qu'on vient de dire. La société iranienne n'a pas réagi comme l'adversaire l'espérait. La société, elle ne s'est pas dissoute, au contraire, elle s'est mobilisée autour de ses leaders. Elle ne s'est pas couchée, au contraire. Elle s'est levée comme un seul homme. Et elle ne s'est pas effondrée, bien au contraire. Et derrière cette résilience, il y a aussi une structure militaire bien établie. On sait aujourd'hui qu'il existe des villes de missiles souterraines creusées sous les montagnes à près de 500 mètres de profondeur. Quand je dis sous les montagnes, l'Iran, il faut savoir que les montagnes en Iran sont des montagnes de granit. Le granit, c'est quelque chose de 10 fois plus solide que le béton armé. L'Iran, les gardiens de la révolution, l'armée iranienne, a la capacité de lancer des missiles hypersoniques à forte charge avec une précision très élevée. Donc non, on n'est pas face à un État qui s'est improvisé. On est face à une profondeur stratégique et une guerre qui a été pensée et méditée pendant longtemps. À côté de ça aussi, à côté des Iraniens, on a ce qu'on appelle l'axe de la résistance. On ne parle pas de proxy. Les gens aiment dire proxy, mais ce n'est pas réellement des proxys ici. C'est des acteurs organiques qui se trouvent aux côtés de l'Iran. Le conflit montre que, par exemple, le Hezbollah, la résistance irakienne et les Houthis, ou plutôt Ansarallah, ne sont pas de simples marionnettes de l'Iran. C'est des acteurs, ou plutôt des alliés organiques de l'Iran, qui sont autonomes et structurés. Par exemple, le Hezbollah on sait que le Hezbollah aurait détruit entre une soixantaine et une centaine de chars Merkava en 3 semaines. L'Irak, on sait que le peuple là-bas se soulève pour expulser durablement les troupes de l'OTAN. Ce qu'ils ont réussi à faire. Les Américains ont fui, les troupes otaniennes ont fui, sont partis. Et aussi, la résistance irakienne, depuis le début de ce conflit, bombarde sans relâche les bases américaines. Le Yémen, lui, menace de fermer le détroit de Bab el-Mandeb, ce qui porterait un coût massif supplémentaire sur le commerce mondial et sur l'économie mondiale en passant. Et là, on comprend que le conflit, il ne s'élargit pas seulement géographiquement, il s'élargit structurellement. C'est plus un front, c'est un archipel de fronts qui est en train de se dessiner. Ensuite, on a la tentation de l'escalade ultime. On a des journalistes de plateau, et aussi, on va dire, des stratèges américains et autres, qui tentent l'escalade ultime, qui est le débarquement. Une sorte de raid, soit sur l'île de Karg, ou soit sur Chabahar, ou soit sur les îles Abu Moussa, et ainsi de suite. Bref. À mon humble avis, ce serait potentiellement une folie. Pourquoi? Parce que tout simplement, il suffit de regarder la géographie iranienne. C'est un pays avec une ceinture montagneuse tout autour. Comme on a dit, des montagnes de granit, qui surplombent les côtes. Donc, pour eux, tu mets n'importe quel gamin et tu leur files des drones FPV, il n'y a personne qui peut entrer dans le détroit d'Ormuz. On sait que les Iraniens ne sont pas bêtes et ils ont miné les côtes. On sait que les îles sont fortifiées, parce qu'encore une fois, ils sont intelligents, les Iraniens. Ils ont fortifié ces îles. Le relief, comme je vous ai dit, est défavorable aux attaquants. Ensuite, ils pourraient subir des attaques de missiles depuis on va dire, le continent, la partie continentale de l'Iran. Et jusqu'à présent, les Américains n'ont pas de vraie supériorité aérienne garantie dans la zone. On voit des avions se faire abattre à longueur de journée. Et ils ont leur stock d'intercepteurs qui est déjà en flux tendu. Donc, supposons dans le meilleur des cas,
qui viennent et qui débarquent sur une île et qui arrivent à la prendre. Est-ce que les gens pensent que l'Iran vont regarder et attendre? Non. Ben non. Il y a deux choses qui sont faites. Soit l'Iran va essayer de récupérer l'île, ce qui m'étonnerait si elle est totalement prise, ou sinon ils vont juste détruire l'île. En gros, ils vont lancer des missiles de partout. Oui, je pense que les Iraniens préféraient détruire une île que de la laisser aux mains de l'ennemi. Et quand tu débarques toi-même dans un piège préparé par quelqu'un qui t'attend, c'est plus une opération, c'est une offrande de chair à l'ennemi. Et surtout derrière tout ça, l'Iran, depuis le début, elle est claire. Et là, elle menace. Elle menace non seulement en cas d'invasion terrestre, si cette invasion se faisait par n'importe quel pays, à partir de n'importe quel pays, l'Iran menace d'occuper les côtes émiraties et les côtes du Bahreïn. Et de raser, comme je vous ai dit, ce qu'ils ne pourraient pas garder. Et de transformer le détroit d'Ormuz en véritable champ de bataille total. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? L'escalade terrestre, elle n'ouvrirait pas une porte de sortie, mais elle ouvrirait une abîme vers l'enfer. C'est ça qu'il faut comprendre. Ensuite, on a aussi le point, on va dire un des points cruciaux, qui est le nucléaire. On a vu ces dernières heures l'Iran menacé de sortir du TNP, du traité de non-prolifération, des armes nucléaires. Et selon les sources et selon les informations qu'on a pu obtenir, selon certaines estimations, l'Iran pourrait produire entre 9 à 10 têtes nucléaires en quelques semaines. Et je pense que ça, c'est quelque chose de raisonnable, mais je pense que c'est en moins de quelques semaines. Très probablement qu'à l'heure actuelle, ils ont déjà ce qu'il faut, qui suffirait. Moi, ce que je pense, c'est qu'ils ont ce qu'il faut. Ça, c'est mon opinion. C'est mon opinion. Moi, ce que je pense, c'est que l'Iran a déjà tout ce qu'il faut pour créer la bombe nucléaire. Sauf qu'ils l'ont en pièces détachées. Et que si jamais il y aurait une menace existentielle contre eux et qu'ils seraient obligés d'utiliser celle-ci, par exemple une attaque nucléaire contre eux, de la part de Netanyahou et de la Terre du Milieu, ils répondraient par une attaque nucléaire, juste en montant tout ce qu'ils ont en pièces détachées, et ils lanceraient ça à qui bon le droit. Donc pendant ce temps aussi, on a la Russie et la Chine qui sont présents dans ce conflit. Même si beaucoup disent qu'ils ne font rien, mais ils fournissent des renseignements. Notamment la Russie fournit des renseignements satellitaires. Ce qui perfectionne. Et aussi, vous vous rappelez, pendant la guerre en Ukraine, l'Iran a fourni les drones Shahed à la Russie. Ces drones Shahed ont été transformés par la Russie et c'est devenu des Garand. Les Garand 1, les Garand 2 et les Garand 3. Qu'ils ont beaucoup améliorés. Et on voit maintenant, sur le champ de bataille au Moyen-Orient, les drones qui sont lancés par les Iraniens utilisent la technologie russe de brouillage et d'autres qualités, en fait, que la Russie a apporté au Garand 3. On les retrouve dans les Shahed actuels. La Chine, elle, de son côté, elle sécurise ses approvisionnements énergétiques, tout en observant le suicide économique des États-Unis, qu'ils ont décidé eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que Washington s'épuise, d'autres capitalisent. Quand le taureau s'énerve, le boucher patient aiguise déjà son couteau, parce que lui, il sait que c'est la fin pour lui. Et on va terminer ici, et je vais conclure cette vidéo, parce qu'elle commence à être déjà assez longue, on est à près de 40 minutes de vidéo, par les 3 fameuses leçons qu'on peut retenir. Première leçon. Ce premier mois, il a montré que la force brute ne suffit pas ou ne suffit plus quand l'adversaire maîtrise l'usure. Et quand l'adversaire possède la profondeur stratégique nécessaire et qu'il maîtrise le tempo. Le vrai champ de bataille, c'est pas seulement la bataille aérienne ou les batailles maritimes. Elles sont aussi énergétiques. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Elles sont aussi énergétiques, monétaires, logistiques et psychologiques. Et logistique, très important. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, les amateurs parlent de stratégie en guerre. C'est un général américain qui a dit ça. Les amateurs parlent de stratégie. Les professionnels parlent de logistique. Troisième leçon à retenir, c'est que ce conflit, il n'annonce pas juste une crise de plus. Il annonce un monde où la puissance se mesurera moins au récit impérial qu'à la capacité réelle de tenir le terrain. De tenir le terrain, de tenir les ressources et le peuple. Et pour finir et pour conclure, je vais conclure simplement en vous disant qu'ils voulaient faire plier un pays. Ils sont peut-être en train d'accélérer la fin de leur propre système. Et comme on dit chez nous, le jour où le fleuve change de cours, ceux qui vivaient de l'ancien rivage crient d'abord, avant de comprendre qu'ils ont déjà perdu la rive. C'était Baz pour Baz Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Baz, même si actuellement on parle plus de l'actualité moyenne-orientale, si on veut, ou du Proche-Orient. Abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo et n'hésitez pas à commenter
à nous poser des questions s'ils le font, on fera le nécessaire pour y répondre. Et dites-moi en commentaire d'ailleurs, dites-moi en commentaire, après ce premier mois de conflit avec les États-Unis, pour vous, quel est le signal le plus fort que renvoie cette guerre? Est-ce que c'est la crise militaire? Est-ce que c'est la guerre de l'énergie? Ou est-ce que c'est le basculement vers un monde moins unipolaire et plus multipolaire? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'a réussi à faire l'Iran, c'est ce que les BRICS tentaient de faire, on va dire, dans la diplomatie et dans le silence depuis des années. Et en un mois, l'Iran a réussi à bousculer cela à un niveau que les BRICS n'auraient jamais pu atteindre dans cette décennie. A très vite pour de nouveaux épisodes de Base Décrypte, l'actualité africaine décryptée avec Base. Prenez soin de vous, partagez cette émission, likez, partagez, commentez, et on se dit à très bientôt. Assalamu alaikum.